Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Voici les titres. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, réaffirme la position de l'Algérie s'opposant au coup d'État au Niger à l'occasion de sa rencontre avec l'envoyé spécial de la CEDEAO missionné par le président du Nigeria. Niger toujours, les réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO prennent fin ce vendredi. Quelles options peuvent être retenues? Élément de réponse dans ce journal. La communauté sahraoui établie à l'étranger saisit les Nations Unies pour épingler Rabat concernant le dossier relatif au respect de la Convention contre la torture. Et puis, retour sur une catastrophe pas comme les autres. Il y a 3 ans, le port de Beyrouth volait en éclats après une explosion. Flashback sur ce drame qui a marqué tout un pays, à commencer par les pompiers de la ville. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée nationale populaire, coïncidant avec le 4 août de chaque année, pour rendre hommage à l'un des piliers de la nation algérienne et à ses efforts pour la préservation de la sécurité nationale. Cette journée, instituée par le président Abdelmadjid Tebboune, a pour but de valoriser le rôle stratégique et prépondérant de l'AMP au niveau national, régional et international, comme une armée pacifique issue des entrailles du peuple algérien, défendant ardemment l'Algérie contre toute menace extérieure. Nous vous le disons en titre, sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu ce vendredi l'envoyé spécial du président du Nigeria, Babagana Kijembe. À cette occasion, Ahmed Attaf a reçu une lettre manuscrite envoyée par le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité de président de la CEDEAO, à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue et la concertation sur l'évolution de la situation au Niger. Ahmed Attaf a d'ailleurs réaffirmé la position de l'Algérie qui s'oppose au coup d'État militaire contre le président légitime du Niger, Mohamed Bazoum, qui soutient son retour à sa fonction consacrée par la Constitution. À cet effet, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la nécessité d'activer toutes les voies diplomatiques et pacifiques et d'éviter le recours à la force qui ne fera que compliquer davantage la situation en amplifiant le danger sur le Niger ainsi que sur toute la région. Et cette rencontre intervient au 3e et dernier jour de la réunion des chefs d'état-major au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Abuja. Dans l'attente des conclusions finales, plusieurs scénarios sont envisageables, même si l'éventualité d'une intervention militaire ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté internationale. Élément de réponse avec Tininan Makassi. Les heures qui suivent sont cruciales pour le Niger. L'ombre d'une intervention militaire étrangère menée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest plane sur le pays, la région et peut-être même le continent, puisqu'une telle action risquerait de déclencher une guerre interafricaine. Pour rappel, la CEDEAO, réunie au lendemain du coup d'État du 26 juillet dernier au Niger, et dans la foulée d'une batterie de sanctions plus sévères que celles imposées au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée, décrète un ultimatum aux putschistes nigérians. Les nouvelles autorités du pays ont une semaine pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum, faute de quoi elle engagerait une action militaire. Une annonce accueillie favorablement par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes en sécurité militaire, l'organisation ouest-africaine pourrait réunir jusqu'à 130 000 hommes. Composée essentiellement de soldats nigérians, une des armées les plus fortes de l'Afrique de l'Ouest. De leur côté, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso envisagent de soutenir les autorités de la transition au Niger. Si les méfaits des interventions étrangères en tout genre ne sont un secret pour personne, et les exemples à travers le monde qui le démontrent ne sont que trop nombreux,
De l'Afghanistan en passant par l'Irak, la Libye. D'ailleurs, l'intervention étrangère menée par la France en Mali a scellé le sort du Sahel et exacerbé l'abcès sécuritaire qui frappe le pays depuis une décennie, sans atteindre les objectifs fixés initialement en matière de lutte contre le terrorisme. Pis encore, les interventions militaires menées par les casques blancs de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau ou encore en Côte d'Ivoire en 1999 se sont soldées par des échecs. C'est d'ailleurs ces échecs perpétuels qui poussent certaines puissances de la région, à l'instar de l'Algérie, de refuser catégoriquement cette option. Aux côtés de l'Algérie, la Chine, la Russie ou encore l'Italie l'ont également contesté. La CEDEAO semble avoir dévié de ses objectifs en matière de développement économique et se veut aujourd'hui un acteur va-t-en en guerre au service de certains intérêts qui ne sont pas forcément ceux des pays dont elle est censée porter l'étendard. Sur le terrain, les putschistes ont levé le couvre-feu instauré le 26 juillet dernier en vertu d'un décret publié jeudi soir par le Conseil militaire. Le couvre-feu avait dans un premier temps été instauré de 22 h jusqu'à 5 h du matin, puis ensuite allégé de minuit à 5 h du matin. La levée du couvre-feu intervient peu avant la fin de l'ultimatum fixé à dimanche par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Et les réactions internationales s'enchaînent. La présidence russe a mis en garde contre toute ingérence étrangère au Niger, soulignant que cela ne va pas contribuer à résoudre la crise. Pour le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, la situation est préoccupante et appelle au retour du Niger sur la voie constitutionnelle dans les plus brefs délais, mettant en garde contre l'ingérence extérieure. Peskov a ajouté « Nous suivons la situation là-bas de très près et nous sommes préoccupés par la tension dans la région, soulignant que son pays soutient toujours un retour rapide de la voie constitutionnelle au Niger. » Les militaires à la tête du coup d'État au Niger ont annoncé hier avoir procédé à l'annulation d'une série d'accords de coopération militaire avec la France. Ils sont au nombre de 5 et ont été signés entre 1977 et 2020. La France, qui, pour rappel, compte entre 1000 et 1500 soldats déployés au Niger. Et la France n'a pas tardé à réagir. Pour le ministère français des Affaires étrangères, le cadre juridique de la coopération avec le Niger en matière de défense repose sur les accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes. Pour la diplomatie française, ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît. Le Conseil, face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité. Et dans une tribune publiée au Washington Post, le président nigérien, retenu en otage par les militaires putschistes, Mohamed Bazoum, a déclaré que le coup d'État aura des répercussions et des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la région du Sahel, mais également sur le monde. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la situation au Niger. Selon un communiqué de la compagnie libyenne National Oil Corporation, le groupe énergétique algérien, la Sonatrach, annonce lever l'état de force majeure dans le bassin de Rdames. La NOC a reçu une notification du géant algérien des hydrocarbures pour les blocs 65, 96 et 95. Idem pour les groupes énergétiques italiens Eni et BP qui déclarent officiellement la levée de la force majeure et la reprise de leurs activités d'exploration dans 3 régions du pays. Au mois de décembre, la NOC avait, pour rappel, appelé les sociétés étrangères avec lesquelles les accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont été signés à lever la force majeure invoquée de leur côté, argumentant d'une amélioration de la situation sécuritaire.
Au Maroc, le chômage bat des records jamais atteints au pays. Selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat au plan marocain, l'inactivité professionnelle enregistre une hausse de 12,4% au deuxième trimestre de l'année 2023, ce qui porte le nombre de demandeurs d'emploi à 1,5 million de personnes. Le pays reste très fortement impacté par la crise socio-économique qui le secoue à la suite de la détérioration de l'ensemble de ses indicateurs macroéconomiques et à leur tête l'explosion de la dette extérieure. Les réactions s'enchaînent pour condamner la répression des opposants à la normalisation au Maroc sur fond de condamnation des militants marocains des droits de l'homme à 5 ans de prison et à une amende en raison de ces publications sur des sites de réseaux sociaux condamnant la normalisation avec l'entité sioniste. La communauté sahraoui établie en France affirme suivre de très près la situation des détenus politiques sahraouis du groupe Gdimizik à la lumière des développements en cours dans le domaine des droits de l'homme sahraoui, notamment le harcèlement et les mauvais traitements des détenus aux mains des services de sécurité marocains. La communauté sahraoui exhorte l'Assemblée générale de l'ONU et le secrétaire général Antonio Guterres et le Conseil de sécurité à ce que la Convention sur la torture soit respectée. Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence après des affrontements de plusieurs jours à Amara entre des militaires et des forces armées en réponse à la demande d'intervention du gouverneur de la région, sans préciser s'il serait imposé uniquement à la région de Amara ou dans tout le pays. Le gouvernement a déclaré que la détérioration de la situation sécuritaire à Amara est devenue une menace pour la sécurité nationale. La sécurité publique et l'ordre constitutionnel perturbent la vie sociale et économique. Direction la Palestine, dans les territoires occupés, le jeune Mahmoud Abou Sa'an, âgé de 18 ans, a été assassiné par les balles des forces d'occupation sionistes lors d'une incursion dans les camps de Tolkaram. Le jeune martyr a été ciblé à bout portant à la tête avant d'être transféré à l'hôpital où il a rendu l'âme. À noter que les forces d'occupation font régulièrement des descentes dans les villes et les villages palestiniens, arrêtant des dizaines de civils palestiniens. Nous vous le disons en titre, aujourd'hui, le Liban commémore le sinistre anniversaire, l'explosion du port de Beyrouth. Ce fut une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées, ayant coûté la vie à 218 personnes et fait au moins 6500 blessés. Les détails avec Souila Kilal. Une explosion qui a complètement défiguré le paysage urbain de Beyrouth et impacté la vie des Libanais à tout jamais. 3 ans que le souvenir cauchemardesque de l'explosion du port de Beyrouth hante les esprits. Depuis, chaque année, les pompiers de cette caserne rendent hommage à leurs 10 collègues morts ce 4 août 2020. Et dont la majorité n'ont pu être identifiés. Il aura fallu des semaines pour retrouver et enterrer tous les sauveteurs. Le premier martyr que nous avons trouvé était Rami El-Kaki, mais nous ne l'avons pas reconnu. Nous l'avons transporté à l'hôpital. Il a été identifié plus tard grâce à l'ADN. Le capitaine Ali Najam se souvient que quelques minutes après l'explosion, il découvre que le camion de pompiers de la première équipe avait été soufflé. Sous le choc, il tente de déblayer les décombres fumants et identifier le corps sans vie du pompier Sahar Fares. La deuxième personne que nous avons trouvée était Sahar Fares. Nous l'avons identifié comme étant Sahar Fares grâce à ses cheveux et son pantalon d'uniforme. Elle était la seule identifiée parmi nos 10 martyrs, et la première à avoir été enterrée. À la veille de ce triste anniversaire, le capitaine Ali Najim a convié les proches des pompiers tués à une cérémonie commémorative. Parmi les présents, Rita Hiti. Cette femme a perdu son fils Najib, pompier de 26 ans, ainsi que son beau-frère et son neveu. En tant que parents, nous sommes toujours le 4 août. Ce temps n'est pas passé pour nous. Nous devenons plus forts chaque année pour obtenir justice.
et demander des comptes à ceux qui ont fait cela à nos fils. Nos fils ont été lésés et personne n'accepte l'injustice. Depuis cette explosion, le Liban n'est plus le même. Une explosion qui a engendré une plaie béante, plongeant le pays dans une crise économique et sociale inédite. Un mot d'économie, la stratégie de l'OPEP+, consistant à réduire sa production pour enrayer la baisse des cours du pétrole, s'est avérée efficace et a porté ses fruits face à la fluctuation du marché grâce à l'engagement total des membres de l'organisation. Une position rappelée lors de la 49e réunion ministérielle de suivi OPEP et non-OPEP qui s'est tenue ce vendredi. Le point avec Kherdin Batacha. 49e réunion du comité ministériel de suivi OPEP non-OPEP ce vendredi. L'heure est à l'évaluation des engagements pris par les membres du cartel ainsi qu'à l'examen de la situation actuelle du marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court terme. Côté algérien, l'on affiche plutôt une satisfaction quant au respect du niveau des engagements concernant les ajustements opérés par l'OPEP+, sur la production de l'or noir. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, estime que les ajustements opérés collectivement ou individuellement ont permis d'inverser la tendance baissière sur les prix du pétrole et de limiter les effets de la fluctuation du marché et au retour de la stabilité. Les coupes opérées par l'OPEP+ ont en effet permis au cours du pétrole de reprendre du poil de la bête après une période de baisse qui s'est achevée en avril dernier sur le papier, et ce au nez et à la barbe de Washington qui de son côté s'opposait à un éventuel coup de sabre sur la production de pétrole et de ses conséquences sur la croissance économique mondiale. Selon les observateurs, l'OPEP+ compte maintenir sa position et lever le pied encore sur la production en octobre et en novembre. Une position renforcée par la décision de l'Arabie Saoudite faisant cavalier seul de poursuivre ses coupes pour un mois supplémentaire. Riyad prolonge en août la réduction de son offre de 1 million de barils par jour à 9 millions de barils par jour. Depuis un mois, les cours de l'or noir ont gagné plus de 10%, évoluant au-dessus des $80 le baril. La Russie, de son côté, emboîte le pas au Royaume. Le vice-premier ministre Alexandre Novak a ainsi assuré que son pays allait réduire ses exportations de 300 000 barils par jour en septembre. Moscou avait pour rappel déjà annoncé le mois dernier une réduction de 500 000 barils par jour au mois d'août courant. Ce vendredi, peu avant la réunion du 49e comité du GMMC, le baril de Brent de la mer du Nord s'est envolé à plus de $86, boosté par l'effet combiné dû à la décision saoudienne et à la baisse importante des réserves stratégiques américaines. 17 millions de barils manquent à l'appel, un record bien au-dessus des prévisions des analystes. Économie toujours, alors que l'accord sur les céréales ukrainiennes est toujours suspendu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan espère la venue de Vladimir Poutine en Turquie dans l'objectif de rétablir l'accord. De cet accord dépend l'approvisionnement de plusieurs pays africains préoccupés par leur sécurité alimentaire. Safwan Ben Sabri. Acteur central de l'accord sur les céréales ukrainiennes, Recep Tayyip Erdogan espère la venue de Vladimir Poutine pour éventuellement mettre fin à la suspension de l'accord décidé par Moscou. Bien qu'aucune date n'ait été formulée, les ministres des Affaires étrangères respectifs des deux pays sont en discussion pour une visite courant août. Cependant, les déplacements du président russe se font rares depuis le début du conflit en Ukraine. Recep Tayyip Erdogan est désormais un acteur de premier plan sur deux dossiers majeurs, la médiation entre la Russie et l'Ukraine et l'accord céréalier. C'est lui qui avait permis de cimenter l'accord sur l'exportation sécurisée de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Des céréales dont dépendent plusieurs pays africains qui subissent les conséquences de la suspension de l'accord. La Turquie a par ailleurs appelé la Russie à éviter toute escalade suite au bombardement d'installations portuaires ukrainiennes par la marine russe. Menée par l'Afrique du Sud, plusieurs pays africains impliqués dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont demandé le déblocage de l'accord d'exportation de céréales. Les chefs d'État africains ont également demandé aux Nations Unies de libérer les 200 000 tonnes d'engrais russes bloqués dans les ports européens. Une condition sine qua non pour Moscou pour que l'accord puisse être rétabli. Toujours est-il que la paralysie des négociations a eu pour conséquence une flambée des prix des céréales sur les marchés internationaux.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.